Élise, une jeune femme noire à la beauté éblouissante, vit dans un modeste quartier avec sa famille. Son père est gravement malade, et elle doit subvenir aux besoins de ses 2 jeunes neveux, orphelins depuis l'accident tragique de leur mère, la sœur d'Élise. Malgré les difficultés, Élise reste une femme déterminée et résiliente. Elle trouve un emploi chez un millionnaire, Monsieur Valois, un homme riche et distant qui dirige un grand domaine. La vie dans cette maison est loin d'être facile. Élise commence sa journée à l'aube et ne se couche que tard dans la nuit. Le travail est épuisant, mais elle le fait avec une dignité et une force remarquables. La communication avec Monsieur Valois est rare et minimale, car il est généralement préoccupé par ses affaires et semble indifférent aux personnes qui travaillent pour lui. Chaque jour, après des heures de travail éreintantes au domaine de Monsieur Valois, Élise rentre dans son petit appartement. L'appartement est modeste, presque délabré, mais c'est le foyer qu'elle partage avec son père et ses 2 neveux. La chaleur de la famille et l'amour qu'ils se portent font oublier un peu la rudesse de la vie. Ce soir-là, après une journée de travail particulièrement fatigante, Élise entre doucement dans l'appartement, ses pieds traînant presque sur le sol. Le poids de ses responsabilités et la fatigue se lisent sur son visage. Son père, alité, la regarde avec des yeux fatigués mais pleins d'amour. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?» demande-t-il avec un sourire faible mais sincère, espérant peut-être que sa question apportera un peu de réconfort à Élise. Elle se force à sourire, bien que ses pensées soient ailleurs. « C'était bien, papa. Juste une journée normale. » Sa voix tremble légèrement, trahissant les inquiétudes qu'elle garde pour elle-même. Elle s'assoit à côté de son père, posant une main douce sur son front pour sentir la chaleur. Il est de plus en plus faible, et chaque jour semble apporter une nouvelle inquiétude pour sa santé. Elle sait que les médicaments nécessaires pour soulager sa douleur coûtent une petite fortune, et chaque centime qu'elle gagne est consacré à cette cause, mais les besoins sont énormes et les possibilités de trouver un emploi supplémentaire sont rares. Ses neveux, encore jeunes, regardent leur tante avec des yeux admiratifs, mais ils ressentent aussi la tension dans l'air. Ils jouent à proximité, essayant d'apporter un peu de légèreté dans la maison, même si la gravité de la situation pèse sur eux aussi. Élise, déterminée à offrir un avenir meilleur à sa famille, est résolue à persévérer malgré les épreuves. Chaque soir, alors qu'elle se couche épuisée, elle se remémore ses rêves et ses espoirs. Elle rêve d'un jour où elle pourrait trouver un emploi mieux rémunéré et améliorer les conditions de vie de son père et de ses neveux. Sa détermination est inébranlable malgré les difficultés qui s'accumulent. Un soir, alors qu'elle est allongée dans son lit, elle entend une discussion entre ses neveux dans la pièce voisine. Leur innocence et leur rire, bien que timide, lui rappellent pourquoi elle se bat. Elle pense à l'avenir qu'elle souhaite leur offrir, un avenir où ils ne connaîtront pas la dureté de sa propre vie. Le lendemain matin, Élise a repris sa routine. Elle se réveille tôt, le soleil à peine levé, et prépare un petit déjeuner frugal pour son père et ses neveux. Après les avoir déposés à l'école, elle se dirige vers le manoir pour une autre longue journée de travail. Le chemin qui la mène au domaine est familier, mais le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules lui semble plus lourd que jamais. Une fois arrivée, elle commence sa journée par des tâches ménagères. Le manoir est vaste et rempli de pièces qui demandent une attention constante. Élise travaille sans relâche, sa détermination lui permettant d'ignorer la fatigue qui s'accumule dans ses muscles. Elle termine le service du dîner, lave la vaisselle, puis se prépare à partir pour prendre le dernier train qui la ramènera chez elle. Alors qu'elle s'apprête à quitter la cuisine, une voix froide l'interrompt. « Élise, j'ai besoin de te parler. » C'est Monsieur Valois, debout dans l'encadrement de la porte, une expression sombre sur le visage. Le cœur d'Élise s'emballe alors qu'elle sent un frisson parcourir son dos. « Oui, Monsieur Valois, » répond-elle, essayant de cacher sa nervosité. Il lui fait signe de le suivre jusqu'à sa chambre. Élise se demande ce qu'il veut lui dire, une vague d'appréhension l'envahissant. Elle s'avance dans le couloir, chaque pas résonnant dans le silence du manoir. Une fois dans la chambre, Monsieur Valois ferme la porte derrière eux, créant une atmosphère d'intimité qui rend Élise encore plus anxieuse. Le décor de la chambre est luxueux, mais elle se sent déplacée dans ce monde de richesse et d'opulence. Monsieur Valois la regarde fixement, avec un regard qui transmet une inquiétante intensité. « Vous avez bien travaillé, mais vous pouvez faire davantage pour me plaire. » Élise, confuse,
fronce les sourcils. Je ne comprends pas, monsieur. Je fais tout ce que vous me demandez. Monsieur Valois se lève soudainement et s'avance vers elle. Sa présence devient de plus en plus oppressante. Il y a différentes manières de plaire, Élise, et vous allez faire exactement ce que je dis. Avant qu'elle ne puisse réagir, monsieur Valois l'attrape avec une fermeté brutale. Élise essaie de se défendre, mais il est beaucoup plus fort qu'elle. Sa résistance est vaine, et ce qui aurait dû être une simple exigence se transforme en une épreuve profondément violente. Monsieur Valois la pousse violemment sur le lit, utilisant sa position dominante pour profiter de la beauté de son corps et de sa vulnérabilité. Élise se débat avec une désespérance croissante, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle crie pour qu'il la laisse partir. « Monsieur Valois, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi partir. » Il répond froidement, « Tu feras ce que je dis, Élise. C'est un ordre. » Quand elle parvient enfin à se libérer, les larmes encore présentes sur son visage, elle quitte le manoir en courant. Tremblante, elle monte dans le train, ses mains défaillantes, son esprit hanté par l'horreur de ce qu'elle a vécu. Elle peine à comprendre comment quelqu'un peut agir avec une telle cruauté. Les jours suivants, Élise se sent brisée et humiliée. Le poids de ce qu'elle a vécu semble la suivre partout, comme une ombre persistante qui obscurcit chaque moment de son existence. La honte et la douleur sont des compagnons constants, rendant ses journées interminables et ses nuits encore plus éprouvantes. À la maison, Élise essaie de reprendre sa routine quotidienne, mais chaque geste lui rappelle l'horreur qu'elle a endurée. Elle continue à préparer le petit déjeuner pour son père et ses neveux, essayant de masquer son tourment derrière un sourire forcé. Mais les regards inquiets et les questions innocentes de ses proches n'ont de cesse de raviver ses blessures émotionnelles. Au manoir, son comportement change subtilement mais de manière significative. Elle est devenue plus silencieuse, plus réservée. Ses mouvements sont empreints de précaution, comme si chaque tâche pouvait déclencher une nouvelle vague de douleur. Les autres employés du manoir remarquent son changement d'attitude, mais ils n'osent pas poser de questions. Monsieur Valois, quant à lui, semble indifférent à la détresse d'Élise. Il continue à la traiter avec une froideur distante, n'apportant aucun réconfort ni compassion. Sa présence elle-même est devenue une source d'angoisse constante pour Élise, chaque rencontre avec lui ravivant ses pires souvenirs. Quelques semaines plus tard, Élise commence à ressentir un malaise persistant, accompagné d'une fatigue inexplicable. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais l'angoisse s'installe de nouveau dans son esprit. La pensée de ses règles manquantes lui donne un frisson d'horreur. Elle essaie de se convaincre que ce n'est rien, que ce n'est qu'un stress passager, mais l'inquiétude grandit. Finalement, n'y tenant plus, elle décide de consulter un médecin. À l'hôpital, après un examen général, les résultats tombent comme un coup de tonnerre. Elle est enceinte. La nouvelle la frappe de plein fouet, et elle reste pétrifiée, incapable de comprendre la portée de ce qui lui arrive. Un mélange de peur, de confusion et de désespoir l'envahit. Élise quitte l'hôpital, le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant. Comment va-t-elle annoncer cette nouvelle à monsieur Valois ? La seule idée de lui parler de sa grossesse l'angoisse au plus haut point. Elle se rappelle de la façon dont il l'avait traitée, de sa froideur, et de l'emprise qu'il a sur elle. Comment pourrait-elle lui expliquer qu'elle porte son enfant, fruit d'un acte qu'elle n'a jamais voulu ? Les jours suivants, Élise est en proie à un tourbillon émotionnel. Elle passe des heures à réfléchir à la meilleure façon d'aborder la situation. Elle craint la réaction de monsieur Valois et les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie. Elle redoute les répercussions de cette révélation sur son avenir et se demande comment elle pourra faire face à cette nouvelle épreuve. Elle décide finalement de demander une entrevue avec monsieur Valois. Le jour de la rencontre, ses mains tremblent alors qu'elle se prépare à affronter la situation. Son cœur bat la chamade alors qu'elle se dirige vers le bureau de monsieur Valois, son esprit tourmenté par la peur et l'incertitude. Monsieur Valois l'accueille d'un regard impassible, et Élise, les yeux baissés, tente de trouver les mots pour exprimer l'horreur de sa situation. Sa voix est faible lorsqu'elle commence à parler, mais elle parvient à lui annoncer la nouvelle de sa grossesse. Monsieur Valois, à peine surpris, reste silencieux pendant un moment, son regard glacial fixant Élise. La tension dans la pièce est palpable, et Élise attend, anxieuse, une réponse qui pourrait déterminer son avenir. Monsieur Valois,
après un silence lourd, finit par briser la tension avec une voix froide et méprisante. Vous osez m'accuser d'être le père de cet enfant? Élise, les yeux baignés de larmes, tente de parler mais est interrompue par la froideur implacable de Monsieur Valois. Ses paroles sont comme des coups de poignard, et la douleur d'être ainsi rejetée par celui qui est responsable de sa situation la submerge. Monsieur Valois, je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais je vous en supplie, ne me laissez pas. Sa voix se brise sous l'émotion, et elle pleure silencieusement, son chagrin se mêlant à une terreur grandissante. Monsieur Valois, impassible, regarde Élise avec un mélange de colère et de dédain. Je ne peux pas permettre que cela continue. Vous êtes licencié immédiatement. La sentence est prononcée avec une cruauté déconcertante, et Élise se sent abandonnée à un destin incertain. Elle se lève lentement, encore tremblante de chagrin, et sort du bureau de Monsieur Valois en larmes. Elle quitte le manoir, son cœur lourd et ses pensées tourmentées. Avec une douleur immense et un sentiment de désespoir, elle réalise qu'elle n'a plus de refuge et doit maintenant affronter seule les défis qui l'attendent. Dans les jours qui suivent, Élise est confrontée à une réalité accablante. Sans emploi, avec un père malade, des neveux orphelins à charge et une grossesse non désirée, elle se retrouve plongée dans une incertitude totale. Les tentatives pour trouver un nouvel emploi échouent régulièrement, et chaque échec renforce son sentiment d'impuissance. La stigmatisation sociale et les difficultés financières accentuent son isolement, creusant encore plus son désespoir. Les visites régulières chez le médecin pour ses médicaments et les soins de son père épuisent ses maigres ressources financières. Elle passe ses journées à chercher des opportunités d'emploi tout en essayant de gérer les besoins urgents de ses neveux et les défis liés à sa grossesse. Le poids de sa situation la rend vulnérable et chaque jour semble plus lourd que le précédent. Les nuits sont particulièrement difficiles. L'incertitude de l'avenir, combinée à la fatigue et au stress constant, rend le sommeil presque impossible. Elle se trouve souvent à errer dans les rues, le cœur lourd, cherchant désespérément un peu de réconfort ou une solution à ses problèmes. Un jour, alors qu'elle se promène au parc avec ses neveux, Élise rencontre Claire, une femme d'une 50aine d'années, élégante et bienveillante. Claire est la femme d'un avocat spécialisé en droits humains. En discutant avec elle, Élise lui explique sa situation désespérée, son licenciement brutal, ses difficultés financières, ses neveux orphelins et sa grossesse non désirée. Claire, touchée par l'histoire bouleversante d'Élise, ressent une profonde empathie pour elle. Les yeux embués de larmes, Claire écoute attentivement chaque détail, prenant conscience de l'ampleur de la souffrance d'Élise. Elle prend la main d'Élise dans la sienne avec une chaleur réconfortante et lui promet de faire tout ce qu'elle peut pour l'aider. « Vous ne méritez pas de traverser cela seule, » dit Claire avec une sincérité émouvante. « Je vais parler à mon mari. Il est avocat spécialisé en droits humains et pourrait vous offrir une aide juridique. Nous allons trouver une solution pour vous aider à obtenir justice. » Élise, émue par la compassion de Claire, la remercie avec un soulagement palpable. Bien qu'elle soit encore sceptique quant à l'efficacité de cette aide, le geste généreux de Claire lui apporte une lueur d'espoir. Dans les jours suivants, Claire parle à son mari, Marc, qui accepte avec empressement de prendre le cas d'Élise. Marc, conscient de l'importance de la situation, s'engage à offrir ses services juridiques gratuitement. Il commence par examiner les détails de l'affaire d'Élise et préparer les documents nécessaires pour contester son licenciement abusif. Pendant ce temps, Élise commence à ressentir un petit souffle d'espoir. Claire continue à la soutenir en l'aidant à organiser ses finances et en lui fournissant des informations sur les ressources disponibles pour les femmes enceintes en difficulté. Claire et Marc lui mettent également en relation avec des services sociaux qui peuvent offrir une aide supplémentaire pour ses neveux et des conseils pratiques pour gérer sa grossesse. Marc prépare la plainte contre Monsieur Valois pour licenciement injustifié et abus de pouvoir, en mettant en avant la détresse émotionnelle et la situation précaire d'Élise comme éléments cruciaux de son argumentation. Il compile les preuves nécessaires, y compris les témoignages de Claire et d'autres personnes qui ont été témoins de la situation d'Élise. Le jour du procès, Élise est remplie d'appréhension et d'espoir. Assise dans la salle d'audience, elle sent le poids de chaque regard posé sur elle, mais elle est déterminée à se battre pour son avenir et celui de son enfant à naître. Marc, l'avocat de Claire, prend la parole avec assurance, détaillant les circonstances troublantes du licenciement d'Élise. Il souligne non seulement l'abus de pouvoir de Monsieur Valois,
mais aussi la situation tragique dans laquelle il a plongé Élise, enceinte de lui. Marc insiste sur le fait que M. Valois a non seulement licencié Élise de manière injuste, mais qu'il l'a également laissée seule et vulnérable face à une grossesse non désirée, qu'il est lui-même responsable. Cette révélation choque la salle, et l'atmosphère devient encore plus tendue. La défense de M. Valois essaie de minimiser les accusations, arguant que la relation entre les deux était consensuelle et que M. Valois n'a aucune obligation envers Élise. Cependant, Marc démontre avec brio que, même si la relation avait pu être consensuelle, le licenciement était un acte de représailles, destiné à se débarrasser d'Élise à un moment où elle était la plus vulnérable. Après de longues heures d'audience, le tribunal se retire pour délibérer. Chaque minute semble durer une éternité pour Élise, qui serre la main de Claire pour se réconforter. Finalement, le verdict tombe, le tribunal reconnaît M. Valois coupable d'abus de pouvoir et de licenciement abusif. Il est condamné à verser une compensation financière substantielle à Élise pour couvrir ses frais médicaux, ses pertes de revenus, ainsi que pour les dommages émotionnels qu'il lui a causés. De plus, le tribunal ordonne à M. Valois de reconnaître publiquement sa responsabilité envers l'enfant à naître et de contribuer financièrement à son éducation et à son bien-être. Cette victoire en justice marque un tournant dans la vie d'Élise. Grâce à la ténacité de Marc et au soutien inébranlable de Claire, elle peut désormais envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. La compensation financière lui permet de stabiliser sa situation, d'assurer les soins de son père malade, et de préparer la naissance de son enfant sans la crainte constante de l'incertitude. Claire et Marc continuent à soutenir Élise au-delà du procès. Ils l'aident à trouver un emploi adapté à ses nouvelles responsabilités et l'accompagnent dans les démarches pour obtenir les aides sociales auxquelles elle a droit. Élise commence à reconstruire sa vie, avec une force intérieure renouvelée par cette victoire. Le lien qui s'est formé entre Élise et Claire se renforce avec le temps, devenant une amitié solide basée sur la confiance et la solidarité. Ensemble, elles affrontent les défis de la vie, transformant une situation de désespoir en une histoire de résilience et de courage. Grâce à cette aide précieuse, Élise se prépare à accueillir son enfant dans un environnement plus stable et sécurisé, avec la certitude qu'elle ne sera plus jamais seule pour affronter les difficultés de la vie. Cette histoire nous rappelle l'importance de la solidarité, de la justice, et du courage dans les moments les plus sombres de la vie. Malgré les obstacles, Élise a su trouver la force de se battre pour son droit à une vie digne et sécurisée. Elle nous enseigne que même dans les périodes les plus difficiles, il existe toujours une possibilité de se relever, surtout lorsqu'on peut compter sur l'aide de personnes bienveillantes. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Que l'histoire d'Élise continue d'inspirer et de rappeler à chacun que la justice peut triompher, même lorsque tout semble perdu. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Histoire ancestrale.